on va y aller. Il n'y a pas spécialement d'attroupement dehors, donc on n'est pas obligé d'attendre que les foules se pressent. Donc cette conférence s'appelle Venez pour le logiciel et restez pour la communauté. Je vais essayer de plutôt parler de communauté plutôt que du logiciel Drupal. C'est pas du tout une conf technique autour de Drupal ou de ce que fait Drupal, c'est plus autour de comment la communauté Drupal a géré certains événements qui ont eu lieu dans la communauté. Donc des fois je vais parler d'événements plutôt techniques sur le logiciel, mais plutôt sur le côté comment la communauté les a affrontés, qu'est-ce qui s'est passé dans la communauté, qu'est-ce que ça a provoqué. Voilà. Cette conférence s'appelle comme ça simplement parce que venez pour le logiciel et restez pour la communauté, ça a été pendant longtemps le slogan de la communauté Drupal. Il est un peu moins visible aujourd'hui, mais moi je trouve que c'est toujours quelque chose qui se ressent quand on arrive dans la communauté Drupal. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit de l'avoir vécu, de vraiment être arrivés parce que professionnellement ils faisaient du Drupal et qui sont restés dans la communauté parce qu'ils ont trouvé parfois des amis, c'est mon cas, il y a des gens qui sont devenus des amis avec le temps, mais en tout cas une ambiance particulière ou un état d'esprit qu'ils ont apprécié. Pour préparer cette conférence, j'ai lu pas mal de choses sur la communauté Drupal ou sur la gestion de communauté. Je ne vais pas pouvoir parler de tout, donc régulièrement j'ai mis des liens pour les personnes qui souhaiteront aller plus loin. Je mettrai à disposition les diapos et vous pourrez aller voir un peu plus de choses si ça vous intéresse. Donc je m'appelle Simon Georges, je travaille pour Machina Corpus, qui est une petite société qui fait du logiciel libre uniquement, qui est sponsor de la conférence. Et vous pouvez me trouver sur Mastodon. Juste pour que je vois un peu à qui j'ai affaire, qui est développeur ou développeuse dans la salle? Ok, une grosse partie. Alors, donc, qui n'est pas développeur ou développeuse? Une personne, très bien. Ok. Est-ce que vous connaissez Drupal de nom? Ou au moins de fonctionnalité? Ok. Parmi les gens qui ne connaissent pas Drupal, est-ce que vous connaissez WordPress? Ok. Rapidement, Drupal, c'est comme WordPress. C'est un outil pour faire des sites. La différence entre les deux, ça va être un positionnement métier, un temps de mise en place, ce genre de choses. Mais concrètement, l'objectif, c'est la même chose, c'est de permettre aux gens qui ne savent pas coder de pouvoir créer des sites quand même. Avant de parler de la communauté Drupal et de choses qui sont faites dans la communauté Drupal, il existe un livre qui s'appelle Swarmwares qui est sur l'élection d'un député pour le Parti Pirate en Suède et qui raconte comment ils ont fait ça, tout simplement. Moi j'ai trouvé le parallèle très intéressant entre les deux, simplement parce que dans le livre il explique beaucoup de choses de comment mettre en place ce qu'il appelle un comportement de nuée ou d'essaim, c'est-à-dire plein de gens qui vont travailler au même objectif sans forcément tous se synchroniser les uns avec les autres ou sans avoir de hiérarchie particulièrement ou sans avoir de direction complète d'une hiérarchie centralisée. Et il y a beaucoup de choses sur ce qu'ils ont mis en place à l'époque qu'on peut retrouver à des degrés divers dans la communauté Drupal et qui, du coup, je pense, ont fait en partie le succès de cette communauté. Donc notamment la transparence, l'auto-organisation, le fait que le chef est essentiellement là pour communiquer sa vision de là où il veut aller, mais pas pour donner des ordres à tout le monde. Et le fait que le chef doit montrer l'exemple dans ses relations humaines. Je vais essayer de revenir sur ces différents points durant la conférence. Le livre, donc vous pouvez l'acheter ou vous pouvez le télécharger gratuitement aussi. Et en tout cas, si vous êtes intéressé par les dynamiques de communauté, je vous encourage vraiment à le lire parce qu'il rentre beaucoup dans le détail, y compris sur à quel moment les tailles de groupe deviennent un problème, comment organiser une énorme quantité de personnes géographiquement ou pas géographiquement pour pouvoir travailler. Moi, ça m'a beaucoup plu comme lecture et effectivement, on retrouve des choses assez intéressantes par rapport à nos communautés du logiciel libre. Et j'ai décidé d'aborder la conférence sur le côté plus chronologique. Donc, je vais vous raconter plus ou moins la vie de Drupal depuis sa création, en essayant d'insister sur les événements communautaires et comment la communauté les a abordés. Et je vais un peu parler de mon parcours au sein de cette communauté en même temps. Mais je vais essayer plus de parler de la communauté que de moi. Voilà, donc ça a commencé il y a très longtemps, puisque Drupal, ça a commencé en 2000. Je ne sais pas si vous étiez tout à l'heure à la conférence sur VLC et LIA, mais on est encore sur une histoire de partage de connexion Internet entre plusieurs étudiants, puisqu'à l'époque, le créateur de Drupal était étudiant. Et il a donc mis en place un logiciel pour partager des messages avec les autres étudiants qui partageaient sa connexion Internet dans leur dortoir d'une université de Belgique. Quand il a quitté son dortoir, il a voulu continuer à utiliser le logiciel.
Et donc, il a voulu créer un nom de domaine pour ce logiciel. Donc, pour lui, son logiciel qui permettait de communiquer entre les gens, ça permettait de faire un peu comme un petit village. Village en flamand, c'est Dorpieux apparemment. Et donc, il a tenté de l'enregistrer sous le nom dorp.org, en abrégeant Dorpieux. Et il s'est trompé en créant le nom de domaine. Et au lieu de créer dorp.org, il a créé drop.org. Et du coup, quand il a décidé, un an plus tard, de publier le logiciel en open source, il est reparti de drop.org, donc une goutte. Il a pris la version flamande qui est Drupal, et du coup, il a transformé cette prononciation un peu à l'anglaise en Drupal. Mais donc, pourquoi je parle de cette histoire? Parce que tout est parti d'une erreur, en fait, d'une faute de frappe dans un nom de domaine. Ça démontre tout le sérieux qu'on accorde au travail bien fait dans cette communauté. Et en tout cas, ça montre que c'est pas grave. C'est parti d'une erreur, mais on s'en fiche un peu. Et cette histoire est complètement affichée publiquement sur Drupal.org. Enfin, c'est pas du tout un truc dont ils ont honte. Et voilà, c'est juste, c'était une erreur, mais c'est pas grave. On a fait avec. C'est la vie d'un logiciel et c'est cool. Et moi, j'aime bien. Ça montre qu'on se prend pas trop au sérieux et qu'on est capable de quand même travailler là-dessus. La communauté a assez vite grossi autour de ce logiciel, étonnamment. Enfin, dès qu'il a mis donc, je l'ai pas précisé, mais en fait, quand il publie le logiciel le 15 janvier 2001, il le publie directement en tant que logiciel libre et en open source. Et assez vite, il y a des gens du monde entier qui commencent à l'utiliser pour en faire des sites de forum ou des sites pour se laisser des messages. On est plutôt sur un truc assez communautaire au début. Donc forum, partager de la documentation en ligne. Et ça marche. On ne sait pas trop pourquoi en fait. Mais il y a des gens d'un peu partout qui l'utilisent. Et assez vite, une première rencontre, enfin assez vite, 4 ans après, mais une première rencontre est organisée en Belgique toujours. Et donc il y a 26 personnes de 11 nationalités, dont 50% viennent d'un autre continent, essentiellement des États-Unis. Et donc ils ont traversé le bout du monde pour rencontrer des gens qui travaillent sur un logiciel autour d'une communauté qui partage déjà une passion. C'est dans la vie de Drupal parce que beaucoup de choses se passent au sein des événements. C'est une communauté de taille assez grande au sein dans le monde des logiciels libres. En 2013, on a passé le million de personnes qui ont un compte de créé sur Drupal.org. Aujourd'hui, on est à plusieurs millions. Et donc, le fait de se rencontrer régulièrement, ça maintient un certain esprit dans la communauté. Aujourd'hui, il y a 3 types d'événements essentiellement. Des événements plutôt locaux qu'on appelle des meet-up, qui sont des rencontres dans des bars ou des restaurants le plus souvent, qui sont à l'initiative de qui veut finalement. Des initiatives un peu plus nationales qu'on appelle les Drupal Camp, qui ont lieu selon les pays, soit très régulièrement, soit pas très régulièrement. En France, on s'est un peu calmé, mais à une époque, on en organisait plusieurs par an. On est monté jusqu'à 3 par an, je crois, en 2013. Aujourd'hui, on est à 1 tous les 2 ans, on va dire. 1 tous les ans si c'est des bonnes années. Et ensuite, il y a la version internationale. Donc DrupalCamp, on est sur 200-300 personnes à peu près qui se réunissent. C'est vraiment des conférences nationales. DrupalCon, c'est des conférences internationales. Il y en a une fois par an aux États-Unis, une fois par an en Europe. Et là, on est sur plusieurs milliers de personnes. Et donc les DrupalCon sont organisés vraiment par l'association Drupal, qui est une association qui promeut le logiciel Drupal. Mais les DrupalCamp, c'est des bureaux nationaux. Ça peut être organisé un peu par n'importe qui. Et donc, vraiment, il n'y a pas de contrôle de l'instance internationale sur qui va organiser des DrupalCamp, et les pays peuvent les organiser en toute autonomie. Je dis les pays parce que souvent c'est des conférences nationales, mais en fait, qui a envie peut organiser ce genre de choses. On reviendra plus tard sur l'importance de ces événements. Alors, la plupart des communautés open source sont auto-organisées. Je ne vais pas revenir sur tous les modèles existants, d'autant que, si j'ai bien vu, il y a une table ronde dans 1 heure sur les différentes organisations des communautés open source. Mais simplement, le modèle le plus utilisé, c'est le modèle qu'on appelle BDFL, c'est-à-dire Benevolent Dictator for Life, ou dictateur bienveillant pour la vie. C'est un modèle assez courant dans le logiciel libre. Malheureusement, il y a le terme dictateur quand même dedans. C'est assez étrange. Mais grosso modo, c'est les logiciels créés par une personne toute seule qui décide un peu de tout pour le logiciel pendant des années. C'était le modèle de Drupal à sa création. C'est-à-dire que le créateur de Drupal, c'est lui qui disait « oui, ça va rentrer dans le cœur du logiciel, non, ça j'en veux pas », et qui prenait un peu toutes les décisions, y compris quand il y avait des problèmes dans la communauté. Bah oui, d'accord, on va exclure cette personne de la communauté ou ce genre de choses. Le problème, c'est que ça va bien quand on parle de quelques personnes. Quand on parle de dizaines de milliers de personnes, devoir tout décider à une personne, c'est assez vite difficile. Et donc, ils ont changé de modèle, mais ce modèle a une autre conséquence.
Je ne sais pas si vous avez entendu parler du mini-drama qu'il y a eu dans la communauté WordPress il y a quelques temps, mais on va dire que la bienveillance a disparu du modèle dictateur bienveillant. Et en l'occurrence, le créateur de WordPress a décidé d'interdire l'accès au dépôt des plugins de WordPress à une société concurrente. Quand il y a des gens qui ont protesté, il a commencé par leur interdire l'accès au Slack de la communauté, puis par les virer. Enfin bon, il y a eu beaucoup de problèmes. Je ne veux pas du tout accabler WordPress pour le coup. Une des conséquences ultra intéressantes, c'est que ça commence à beaucoup parler de gouvernance au sein de l'écosystème WordPress. Et clairement, ce que ça montre, c'est que dès qu'on essaie de montrer une communauté autour d'un logiciel libre, c'est forcément un sujet qu'il faut aborder, savoir qui prend les décisions, qui a le droit de prendre les décisions, qui a le droit d'exclure des gens, comment sont les organes de décision. Donc, je disais juste avant que c'est le modèle principal BDFL, mais il y a plein de communautés open source où c'est des entreprises qui gèrent un peu la communauté, et ça n'a pas été le cas côté Drupal, et c'est plus ou moins un coup de chance, parce qu'en fait, quand il a publié le code du logiciel, il était en train de faire une thèse, et il n'avait pas le droit de monter une société pendant qu'il faisait sa thèse. Donc en fait, la société qu'il a fini par monter, quand il l'a créée en 2005, je crois, 2004 ou 2005, il y avait déjà d'autres sociétés dans la communauté qui étaient importantes et qui géraient des choses. Et donc en fait, il y a eu une sorte d'échange entre toutes ces sociétés, et il y a eu un équilibre qui s'est créé. Alors que dans la communauté WordPress, par exemple, c'est plutôt la société du directeur de WordPress qui propulse les choses et qui décide des choses. Donc là, finalement, dans la communauté Drupal, on peut peut-être dire qu'on a eu un coup de chance que sa société, il n'ait pas pu la monter immédiatement, sinon on aurait pu avoir un modèle complètement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est pas forcément... je cherche pas à vous dire que la communauté Drupal a tout fait parfaitement, il y a aussi des choses qui dépendent du contexte historique ou du contexte de comment ça s'est passé. Voilà, il se trouve que ça s'est fait comme ça chez nous. Alors les premières années, donc je vous ai parlé de la première rencontre, mais en fait les premières années, il y a eu une énorme croissance dans la communauté. Il y a eu quelques années une période Covid, donc normalement tout le monde commence à reconnaître ce genre de courbe. On est sur des débuts de courbe exponentielle. Ça se voit assez vite que si ça continue à ce rythme-là, on va exploser en termes de nombre de participants et de nombre de modules. Alors je vais juste, pour qu'on comprenne, vous expliquer ce que c'est un module dans Drupal. Drupal, c'est un logiciel qui est constitué de plusieurs modules. Chaque module fait une petite partie du logiciel. Par exemple, la gestion des utilisateurs, la gestion des contenus, la gestion d'un blog, la gestion d'une documentation. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des modules. Et n'importe qui peut créer des modules autour du logiciel. Et donc, ce que vous constatez, c'est qu'assez vite, plein de gens créent des modules qui sont en fait des fonctionnalités qu'ils peuvent rajouter à leur site. Une des choses qui a contribué à ce que Drupal fonctionne très bien à une époque, c'est le fait que beaucoup de modules ont été créés et donc on avait des possibilités de répondre à tout un tas de contextes fonctionnels et tout un tas de besoins fonctionnels des clients, y compris dans la communauté Drupal, des modules pour gérer des clubs de tennis, pour gérer des associations sportives, pour gérer des citations de la Bible ou du Coran, des phases de la Lune, des calendriers, d'un peu tout et n'importe quoi. Donc il y a une période où il y avait même des modules de gestion de guildes de World of Warcraft dans le monde du jeu vidéo. Enfin, à une époque, on pouvait faire à peu près n'importe quel site en Drupal et trouver des modules dans la communauté internationale qui répondaient à ce genre de besoins. C'est ce qui a contribué à faire exploser un peu la taille de la communauté. Et une chance qu'on a eue aussi, c'est qu'à cette époque, dans cette espèce de chaos et d'énorme croissance, il y avait très peu de tabous entre les sociétés qui faisaient du Drupal et beaucoup se partageaient des problèmes qu'ils avaient, des problèmes techniques avec le logiciel, mais des problèmes aussi de gestion des clients, des choses comme ça. Et très vite, s'est construit dans la communauté une sorte d'échange assez transparent des problématiques qu'on rencontrait. Et donc dans toutes les conférences Drupal dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est pas rare de trouver des conférences vraiment de retour d'expérience, de voilà ce qui n'a pas marché, comment vous faites ça pour gérer avec vos clients. Et ça s'est construit assez vite sur une culture de confiance et de transparence, plus que de protection de ce qu'on savait faire dans notre société. Et c'est notamment une des choses que moi j'apprécie beaucoup dans Drupal. Dans les Drupal Camp français auxquels on va, il y a régulièrement des sociétés qui sont concurrentes de la mienne et on échange sur nos bonnes pratiques commerciales, les choses sur lesquelles on y arrive bien, les projets clients qui se sont plantés. Enfin, il y a vraiment assez peu de tabous entre nous et même si nos sociétés sont commercialement concurrentes, techniquement on est plutôt quand même dans du partage. Et il y a d'ailleurs un Slack de la communauté Drupal sur lequel n'importe qui peut poser des questions de support et on a parfois des réponses qui viennent de sociétés qui sont concurrentes avec nous. Les développeurs se sentent vraiment pas concurrents. D'ailleurs, il y a des développeurs de sociétés concurrentes dans la salle aujourd'hui qui sont plutôt des gens avec qui je partage avec plaisir dans la communauté. Et je crois qu'on s'apprécie mutuellement, disons.
Alors toujours en faisant des recherches pour préparer cette conférence, je suis tombé sur une vraie citation de sociologie, enfin une vraie loi de sociologie, qui est que toute organisation qui conçoit un système le conçoit de la même façon que sa structure de communication. Et donc le fait que ce soit un peu le chaos dans l'écosystème Drupal, qu'il y ait des gens un peu partout et que chacun puisse faire un peu ce qu'il veut, ça a eu des conséquences un peu sur la structure très modulaire de Drupal, où chacun travaillait sur une petite partie du logiciel. Le code des premières versions de Drupal n'était pas du tout uniforme au niveau du cœur même du logiciel. Ça dépendait de la personne qui l'avait codé en fait. Et il y avait vraiment des développeurs très différents qui avaient contribué à ça. Et donc apparemment c'est une vraie, ça a l'air un peu rigolo comme ça, mais c'est une vraie loi sociologique qui marche pour le développement logiciel. L'exemple qui est donné dans la page Wikipédia qui parle de ça, c'est que si vous avez par exemple un compileur logiciel qui est développé par 4 équipes, vous aurez un compileur qui a 4 phases. Parce que chaque équipe s'occupe d'une partie de la compilation en fait. Donc voilà, on imagine que la structure du logiciel reflète un peu la structure de la communauté qu'il y a autour. Alors je parlais tout à l'heure du modèle BDFL, et donc assez vite, la communauté croît tellement que ça devient difficile pour le créateur de Drupal d'assumer ça. Et donc il décide lui-même de faire une transition vers un nouveau modèle, et en 2007 on crée la Drupal Association, qui est une association destinée à gérer tout ça. Donc à gérer par exemple les finances nécessaires pour maintenir le site de Drupal, pour créer des événements, à gérer les conflits au sein de la communauté, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un modèle au sens où il essaie que tout ne repose plus sur lui. Mais le terme BDF, il a quand même encore tellement d'importance au sein du projet que le terme BDFL a disparu que très récemment. Et donc si vous allez sur ce ticket-là, vous constatez que le dernier mot BDFL a disparu de la documentation de Drupal il y a 2 ou 3 ans. Alors que ça fait 15 ans que lui ne se voit plus comme ça. Mais ça n'avait pas encore complètement disparu des usages. Et cette discussion est vraiment marrante parce qu'il y a c'est assez transparent, tout est public. Et il y a des gens qui viennent poser des questions du style mais pourquoi on lui enlèverait ce titre de dictateur bienveillant? Est-ce qu'il assume plus de rôle de dictateur? Qu'est-ce qui concrètement a changé? Enfin, il y a vraiment des gens qui se sont demandé est-ce que c'est pas du marketing washing? Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de lui enlever ce titre alors que concrètement il a toujours un rôle de dictateur Donc il y a vraiment des discussions sur qu'est-ce qu'il fait, est-ce que la gouvernance a vraiment changé? C'est assez intéressant. Et donc concrètement au quotidien il a plus du tout le temps de tout gérer au sein de Drupal, il fait même plus de commits depuis des années. Mais c'est toujours lui qui incarne, c'est plus aujourd'hui, il donne la direction du projet. Il dit voilà, j'aimerais que dans 2 ans Drupal fasse ça. Et globalement, la communauté s'auto-organise pour mettre ça en place. Je vais commencer à accélérer un peu parce que je vois que je parle beaucoup. Donc, moi, j'ai découvert Drupal en juillet 2007. Donc, j'ai créé mon compte sur Drupal.org. Drupal.org, c'est le site qui centralise tout dans la communauté, à la fois les modules qu'on peut télécharger, mais aussi les discussions techniques, aussi le code, il y a un forum. Absolument tout est centralisé à ce niveau-là. Donc, c'est assez facile pour les nouvelles personnes qui rentrent dans la communauté parce qu'on trouve tout ici. Par contre, ça fait un site très très gros. Parfois, il faut savoir où chercher. Mais on trouve, si vous êtes à la recherche de pourquoi Drupal fait ça techniquement plutôt qu'autre chose, il y a probablement quelque part une discussion qui parle de ça avec des gens qui donnent le pour et le contre. Donc c'est très intéressant même en termes de documentation. Par exemple, pourquoi telle chose qu'on trouve bizarre aujourd'hui a été créée comme ça à l'époque. Et ben, on va trouver les discussions techniques de l'époque sur pourquoi les développeurs pensaient que c'était une bonne idée à l'époque. En 2007, moi, quand je découvre Drupal, je suis surtout un consommateur. Je travaille pour une grosse société de services qui n'a pas encore compris le modèle du logiciel libre et du fait qu'il faut contribuer à la communauté. Et donc, je me sers surtout des modules que propose la communauté. Mais je ne suis pas encore un contributeur au sein de Drupal. Je suis vraiment juste un utilisateur du logiciel. La communauté à l'époque est très vaste et comme toute communauté vaste, c'est une communauté avec des profils très différents, y compris des musiciens qui s'amusent beaucoup et qui créent des petites chansons. Comme celle-là, vous allez voir, le refrain est reste un peu en tête. Donc je suis désolé pour ça, j'espère juste que le réseau va... Vous voyez, ouais, le clip est à la hauteur de... Ah, vous voyez pas le clip? Voilà, c'était ça le refrain, j'espère que vous avez apprécié. Je vais essayer de vous retrouver dessus. Voilà, je vais pas vous la mettre en entier parce que voilà. Donc vous imaginez, moi ça fait 15 ans que j'entends cette chanson régulièrement, c'est assez. Il y aura plusieurs chansons comme ça dans la conférence, hein, je vous dis, parce que je sais pas pourquoi la communauté Drupal aime vraiment ça, donc ça vient régulièrement.
Donc celle-là, elle est un peu étrange, mais depuis, ça arrive régulièrement que lors justement des rencontres Drupal en live, il y ait des groupes qui la fassent avec plutôt une version jazz, plutôt une version métal, plutôt une version rock, en fonction de quels musiciens sont là. Et ça donne des trucs parfois sympas. C'est vrai que celle-là, elle est un petit peu agressive, mais voilà, des fois c'est plutôt cool. Donc deux ans après que j'ai découvert Drupal, en 2009, il y a eu la création de l'association Drupal France et Francophonie, donc qui est la version un peu l'incarnation française de l'association globale. Et le seul but de la création de cette association, c'était de pouvoir gérer de l'argent pour organiser des rencontres en France. Parce que sinon, ça obligeait systématiquement, quand on organisait une rencontre en France, à demander de l'argent à l'association globale. Ça faisait beaucoup de problèmes de gestion. Donc dans beaucoup de pays, il y a une association locale pour faciliter la création de rencontres locales. Et donc notamment, il y a eu une des rencontres mondiales dont je parlais tout à l'heure, la DrupalCon, à Paris en 2009. Et donc moi, c'est ma première rencontre avec la communauté Drupal. Donc c'est moi ici, il y a 15 ans de ça. Voilà. C'était pour l'anecdote, pour montrer qu'on vieillit tous dans la communauté Drupal. Alors effectivement, je suis un peu désolé pour le sticker, j'avais pas d'autres photos. À noter que c'est un énorme pingouin gonflé, mais depuis l'association française a investi dans une énorme goutte, qui est le logo de Drupal, une goutte gonflable qu'on retrouve plutôt aux événements, plutôt que ce pingouin. Voilà, et donc ma rencontre de la communauté Drupal, c'est aussi le moment où j'ai commencé à contribuer, parce que c'est le moment où j'ai découvert la communauté, vu un peu la passion qu'il y avait chez certains pour le logiciel libre et pour l'intérêt de la contribution. Un des trucs qui marche vraiment bien dans la communauté Drupal, c'est la façon dont ils mettent les contributions en avant, quel que soit le type de contribution, que ce soit du code ou autre chose. Et donc notamment, ça c'est la contribution des traductions. Et le top traducteur tout en haut, par exemple, c'est quelqu'un qui n'est pas développeur, qui était freelance Drupal, qui faisait des petits sites pour des clients à la Martinique, et il disait que, voilà, n'étant pas développeur, il ne pouvait pas contribuer de code, et il voulait vraiment contribuer au logiciel. Donc tout ce qu'il savait faire, c'était contribuer à la traduction française. Donc il a contribué massivement à la traduction française, et si aujourd'hui le cœur Drupal notamment est très bien traduit en français, c'est grâce à l'influence de Pomian qui a traduit, vous voyez, 12 000 chaînes. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est un travail énorme. Donc moi je suis là, déjà j'en ai traduit quasiment 4000 et ça m'a pris beaucoup de temps, mais 12 000 il sera jamais rattrapé dans la durée de vie de Drupal. Aujourd'hui il a un peu arrêté, mais voilà. Et donc il y a plein d'endroits où, quel que soit le type de contribution, il y a des petits trucs comme ça où on voit mine de rien l'importance que ça a au sein du logiciel, et donc tout le monde se sent un peu valorisé par ces contributions. On a tous un profil sur Drupal.org qui nous indique ok, vous avez contribué cette année à corriger 4 bugs, des choses comme ça, et donc ça, c'est une sorte de CV en ligne et ça montre qu'on contribue au logiciel. Et il y a beaucoup de choses qui jouent là-dessus. On en reparlera plus tard quand on parlera des entreprises. Alors, bon, ça je vais passer parce que c'était une migration très technique et que c'est pas si important que ça. En 2011, 2 ans plus tard, il y a eu une conférence à Londres, donc le même type de conférence, la DrupalCon Londres. Et à l'époque, il y a Angela Byron qui est un peu connue comme étant la première femme ayant fait la couverture de Linux Journal. À l'époque, elle est mainteneuse de la version Drupal 7 de Drupal. Et elle présente à Londres une conférence sur les gens qu'elle aimerait voir dans la communauté Drupal, et elle dit publiquement dans cette conférence « Je ne veux que des gens qui aident les autres ». Si quand une nouvelle personne arrive dans la communauté Drupal et pose une question, vous vous moquez de lui ou vous ne répondez pas à sa question, je ne veux pas vous voir dans sa communauté. J'étais dans la salle à l'époque et ça m'avait fait une grosse impression parce qu'elle avait une énorme aura dans la communauté, et le fait qu'elle dise publiquement « Je ne veux pas voir de gens qui humilient les autres ou qui ne répondent pas à leurs questions ». Et c'est elle un comportement qu'elle avait tout le temps, c'est-à-dire que quelle que soit la personne qui allait la voir, elle répondait toujours avec beaucoup d'aide à ces questions, du développeur le plus débutant au plus expérimenté. C'était hyper intéressant pour moi de voir que, et ça a mis une ambiance dans la communauté Drupal où vraiment beaucoup de gens se sont mis à aider les autres sans aucune arrière-pensée. Sur un des premiers slides où je parlais du parti pirate, il y avait le fait que le leader devait montrer l'exemple dans les relations humaines, et elle, c'est quelque chose qu'elle a toujours fait, de montrer l'exemple et de toujours vouloir aider les autres. Ça a eu une grosse influence sur, en tout cas, la façon dont moi j'ai abordé la communauté Drupal et la façon dont j'ai abordé mes relations dans la communauté Drupal. Alors à la DrupalCon Londres, il y avait ma chanson Drupal préférée, mais on n'a probablement pas le temps, donc tant pis. La communauté va continuer de grandir, et à la DrupalCon Amsterdam, donc en 2014, il y a eu une décision de mieux mettre en valeur les contributions des entreprises, parce qu'on s'est dit, enfin en tout cas le créateur de Drupal s'est dit que, vu comment le monde évoluait autour du logiciel libre, il fallait pouvoir mettre en valeur les entreprises si on voulait pouvoir continuer à grossir. Et du coup,
maintenant, sur toutes les corrections de bugs que vous faites, ou sur tous les tickets que vous créez dans la communauté Drupal, vous pouvez dire j'interviens au titre de telle organisation et au titre de tel client. Et chaque société et chaque éventuellement client a une page sur Drupal.org où c'est écrit telle société a contribué à tant de corrections de bugs, telle société a financé tant de modules. Et ça, c'est quelque chose qui fait de la bonne publicité aux entreprises et qui a permis moi, je trouve qu'il y a un équilibre assez sain sur le fait qu'il y a des contributions, on reconnaît que c'est des contributions qui sont payées par les entreprises. Ok, on accepte d'afficher que l'entreprise l'a payé. Il n'y a pas spécialement plus de pubs que ça, il n'y a pas des pubs partout, mais ça dit tel module a été payé par telle entreprise et c'est complètement accepté dans la communauté Drupal. Et moi, ça me permet d'essayer de convaincre des clients qu'il faut reverser ce qu'on fait à la communauté parce que de toute façon, ça pourra faire de la pub plus tard. Donc je pense que c'était une bonne décision à l'époque. Depuis, ils sont devenus un peu plus agressifs sur la mise en valeur des entreprises, mais je pense qu'à l'époque, ça a fait du bien à l'écosystème. On n'a toujours pas le temps de passer les chansons et je suis un peu désolé parce que je vous en avais promis plus que ça, mais peut-être à la fin de la conférence si voilà. Il y a eu un... Ah non, mais c'est jusqu'à écart. Oh j'ai le temps de passer des chansons. Hein, Non, celle-là, elle est un peu plus professionnelle que... Alors, je la mets encore sur le mauvais... Celle-là est plus professionnelle que celle de tout à l'heure. Elle reste dans la tête aussi. Hein. Celle-là est assez populaire dans la communauté. Quand c'était sorti, ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Je vous passe les paroles, parce que ça parle beaucoup de technique Drupal. Mais voilà, ce qu'il faut regarder, c'est quand même la capacité technique de production et les moyens qu'ils ont mis pour produire ce genre de clip, juste pour le moment. Ça, c'est le créateur de Drupal. Voilà, je ne vais pas vous la passer en entier, parce qu'elle fait 3 minutes, mais... voilà. Alors, 2015, c'est, on va dire, enfin moi, ce que je considère comme l'événement le plus grave dans la communauté Drupal. C'est un événement qui a eu beaucoup de conséquences pour plein de gens dans la communauté. C'est la sortie de la version Drupal 8. Drupal 8, c'est techniquement une version qui est une réécriture technique du socle de Drupal pour passer à une version moderne de PHP et une façon d'écrire du PHP plus moderne. Et le problème que ça a eu, c'est qu'au début, on s'est dit, au début, les contributeurs se sont dit, on va en réécrire une petite partie. Et puis, plus la version avançait, plus ils ont commencé à réécrire une grosse partie du cœur. Et plus, en fait, ça a tardé. Et au lieu d'habitude de prendre 1 à 2 ans pour sortir une version, celle-là a mis 4 ans à sortir, a occasionné pas mal de burn-out chez les développeurs du cœur de Drupal. Et au-delà de ça, comme on utilise du PHP moderne, c'était aussi du PHP dont seuls des développeurs de métier savaient écrire. Alors que les anciennes versions de Drupal, c'était quasiment accessible à n'importe qui faisait un peu de bidouillage de code. Et donc ça permettait d'avoir une communauté très diverse, très large, mais aussi très grande. Et à mon sens, cette réécriture dans Drupal 8, ça a complètement scindé la communauté en deux, de ceux qui disaient ok, on est des développeurs, on va passer à la nouvelle version, c'est plus propre, c'est mieux pour les entreprises et c'est cool, à tous ceux qui disaient en fait moi je peux plus faire de Drupal parce que je sais plus écrire du code pour cette nouvelle version de Drupal. Assez vite, à ce moment-là, il y a un fork de Drupal 7 qui est créé, qui s'appelle Backdrop CMS, où la philosophie des gens c'était de se dire je trouve ça bien les nouveaux ajouts fonctionnels qu'il y a dans Drupal 8, mais j'aurais aimé qu'ils soient faits avec la base de code de Drupal 7. Et donc Backdrop CMS, c'est en fait quelque chose qui essaie d'améliorer le cœur de Drupal, mais toujours avec la façon dont on écrivait du code PHP avant. Les gens qui ont créé ça, c'était des développeurs très impliqués dans la communauté et des gens très respectés dans la communauté. Et heureusement, il y a eu beaucoup de tolérance pour ça dans la communauté. Et donc aujourd'hui, dans les événements Drupal, on voit des développeurs de Backdrop qui viennent présenter leurs produits. Il y a beaucoup de modules Drupal où c'est écrit ce module Drupal est compatible Backdrop aussi. Enfin, il y a un lien très fort entre les deux. C'est quasiment deux produits qui sont basés sur la même base, mais la communauté Drupal n'a pas dit ok, c'est un fork, on veut plus en entendre parler. Ils ont dit on comprend les raisons pour lesquelles vous faites ça. De toute façon, on ne peut pas le faire avec Drupal puisqu'on a vraiment réécrit tout le code. Donc, essayons de vivre en bonne entente tous les deux. Et à mon sens, c'était une décision assez saine. Donc, il y a des gens qui font les deux, qui font selon leurs clients du Drupal 8, selon leurs clients du Backdrop. Il y a des gens qui sont spécialisés dans Drupal 8, il y a des gens qui sont spécialisés dans Backdrop.
mais il n'y a pas eu trop de ressentiment dans la communauté. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'était des développeurs très respectés dans la communauté qui l'ont créé, ou si c'est parce que globalement il y a plutôt de la bienveillance dans la communauté Drupal et que ça se serait passé comme ça de toute façon. Mais en tout cas, alors que c'était un moment assez difficile, il semble que les deux camps aient pu trouver une solution acceptable à l'époque. Et donc aujourd'hui, les deux continuent de vivre. Backdrop, ça existe toujours. Je pense que c'est beaucoup moins populaire que Drupal, mais ça répond à une partie des besoins. Et donc voilà, ça existe. Et donc Drupal 8, ça a été... il y a eu la création d'un fork de Drupal, il y a eu un burn-out des principaux contributeurs du cœur, il y a eu un gros repositionnement de Drupal vers le monde professionnel. Avant, en Drupal 8, les versions de Drupal étaient utilisées, y compris pour des associations, y compris pour vraiment des petits sites, des clubs de sport, des choses comme ça. Depuis Drupal 8, à mon sens, c'est plus du tout le cas et c'est vraiment plutôt pour des gros sites d'entreprise. Donc ça a des conséquences commerciales, ça a des conséquences sur tout un écosystème. Typiquement, tant qu'il y a énormément de prestataires, un truc qui arrive beaucoup, c'est que les clients se disent ok, si je suis pas content de mon prestataire actuel, j'en trouverai un autre. Quand on se ressente sur le monde professionnel et qu'il y a moins de prestataires parce qu'il y a plein de sociétés qui disent je veux plus faire de Drupal, c'est devenu trop technique, ça veut dire qu'il y a moins de prestataires et qu'on peut avoir des clients qui vont hésiter à se tourner vers Drupal parce qu'ils ne trouveront éventuellement pas d'autres prestataires. Donc ça veut dire aussi une baisse commerciale des opportunités. Donc ça a eu pas mal de conséquences aussi. Je vous ai dit que la version avait mis 4 ans à sortir. Il y a aussi pas mal d'entreprises qui étaient en Drupal 7 et qui attendaient Drupal 8 pour mettre à jour, mais 4 ans c'était trop long et qui ont fini par se tourner vers un autre logiciel. Donc ça a été vraiment une espèce de mini-crise dans la communauté. Et donc il y a eu pas mal de décisions pour se dire on ne veut plus jamais revivre ça. Et donc c'est à cette occasion qu'ils ont imposé le fait que dorénavant les nouvelles versions de Drupal sortiraient tous les 2 ans. Que ce soit prêt ou pas, en fait, au lieu de se dire on veut tout un tas de choses dans la version et on la sortira quand il y aura tout ça, ils sont passés à se dire on sort une version tous les 2 ans et si quelque chose n'est pas prêt, c'est pas prêt, ça sortira dans la version d'après, c'est pas grave. L'idée c'était que ce soit à la fois plus sûr pour les clients, plus sûr commercialement et que les développeurs n'aient pas de burn-out parce qu'ils ont travaillé trop longtemps sur une version avec trop d'implications. Donc ça a vraiment changé des choses sur comment on gère le projet, comment on s'occupe déjà de prendre soin des développeurs du cœur. Et aussi comment on s'assure globalement que la communauté peut vivre sainement autour de ça. Un des slides dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, c'était une migration technique de CVS à Git. Donc CVS et Git sont 2 outils pour gérer les versions du code de Drupal. Quand on est passé à Git à l'époque, le serveur Git, c'était un serveur Git sur git.drupal.org et c'était géré par la communauté Drupal. Il y a eu une grosse décision, Git étant de plus en plus utilisé, il y avait notamment GitHub marchait très fort, GitLab était sorti. Il y a eu une grosse décision de prise en 2018 de passer sur GitLab. GitLab étant, tout le monde connaît GitLab ici ? GitLab, c'est grosso modo un outil qui vous permet de visualiser ce qui se passe sur Git et de vous offrir tout un tas de fonctionnalités pour gérer des choses autour. L'idée, c'était de se dire ok, on va pouvoir gérer plus facilement plein de choses dans le développement de Drupal si on utilise GitLab plutôt que d'essayer de les gérer nous avec des serveurs à nous. Et donc là, alors pourquoi c'est un problème ce genre de migration technique ? C'est un point que j'ai pas abordé tout à l'heure quand j'ai parlé de la migration CVS à Git, c'est que quand on parle de migrer Drupal, on ne parle pas de migrer le cœur de Drupal, qui est une base de code avec une trentaine de contributeurs. On parle de migrer le cœur de Drupal et tous les modules de la communauté Drupal. Et à cette époque, il y a des centaines de milliers de modules de la communauté Drupal avec des centaines de milliers de développeurs qui ont des droits d'accès dessus. Et donc ces migrations techniques, il ne faut pas qu'elles cassent tout ça. Et donc ça demande, au-delà de juste migrer d'un serveur, ça demande énormément de tests pour s'assurer qu'on reproduit bien tous les droits d'accès et tous les modules existants dans la communauté Drupal. La bonne nouvelle, c'est qu'à ce moment-là, il y a déjà beaucoup de gens dans la communauté Drupal, y compris beaucoup de chefs de projet qui savent gérer ce genre de choses et donc écrire des plans en plusieurs étapes de ok, on va faire ça sur 5 ans, la première phase ce sera ça, etc. Il y a beaucoup de DevOps dans la communauté Drupal qui s'assurent de gérer ce genre de choses. Là aussi, c'est super intéressant parce que c'est très documenté, c'est-à-dire que d'abord, il y a le choix de l'outil. Au final, ils sont passés sur GitLab, mais initialement, ce n'est pas l'outil qui a été choisi. Et donc, tout ça, c'est documenté sur les liens que je vous mets là, où vous voyez pourquoi ils ont finalement choisi GitLab, quels étaient les problèmes avant, quels autres outils ils ont envisagés. Donc c'est même d'un point de vue extérieur à Drupal, si un jour vous avez ce genre de besoin de passer sur un outil de gestion de code, c'est super intéressant de voir la documentation qui a été faite dans la communauté Drupal parce que tout est tracé. Et vous pouvez vraiment voir les objections qu'il y avait, peut-être c'est plus des objections aujourd'hui, mais en tout cas, il y a vraiment une volonté de tout doit être transparent, il y a une grosse documentation et on peut toujours revenir à pourquoi on a fait ce choix-là.
Alors en 2018, c'est aussi l'année où je suis devenu président de l'association Drupal France et Francophonie, comme quoi ils donnent ça vraiment à n'importe qui. Et ma présidence ne restera pas dans l'histoire. Moi j'estime que j'étais un président de transition entre un bon président et une bonne présidente. J'ai quasiment rien fait pendant mon mandat, mais j'ai permis à ce que l'association ne s'arrête pas. En fait, il n'y avait personne pour le reprendre à l'époque. J'ai dit ok. J'ai pas spécialement fait grand chose parce que j'avais une vie professionnelle à côté, mais beaucoup de choses dans la communauté Drupal se passent comme ça. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des centaines de milliers de modules. Ces centaines de milliers de modules, c'est pas rare qu'ils se retrouvent à ne plus être maintenus. Et en fait, régulièrement, parce que vous l'utilisez pour un client, vous allez venir poser une question. Le mainteneur va vous dire je suis désolé, mais j'ai pas le temps. Voilà les droits de maintenance du module. C'est toi le mainteneur, décide. Vous devenez mainteneur du module pour 6 mois. Et puis, vous n'avez plus de client qui en a besoin. Vous abandonnez la maintenance du module. Un an plus tard, quelqu'un vient et dit j'ai une question sur ce module-là. Et vous lui dites j'ai pas le temps. Tiens, deviens mainteneur du module. C'est exactement comme ça que ça se passe. Donc c'est ce que j'ai fait ici, j'ai fait la transition de la présidence de l'association et ça m'est arrivé régulièrement dans la communauté Drupal de faire mainteneur de transition pendant 6 mois entre 2 autres personnes qui ont maintenu les modules. C'est entre guillemets la vie d'une grosse communauté. En fait, des fois vous êtes juste là temporairement pour un besoin professionnel ou et il faut juste en avoir conscience et essayer de pas trop avoir mauvaise conscience, de se dire ah là là je maintiens plus ce module. S'il y avait eu des besoins vraiment de maintenance de module, quelqu'un d'autre serait venu et vous auriez pu le refiler à quelqu'un d'autre en fait. Donc ok, vous le maintenez plus, mais peut-être que personne n'en a besoin pour le moment et c'est pas très grave. Alors il y a de moins en moins d'événements, je ne sais pas si vous avez remarqué en fonction des dates, mais il y a de moins en moins d'événements au fur et à mesure qu'on avance parce que en fait la communauté est devenue très grande et c'est structuré et donc maintenant tout est plus ou moins géré en fait. Quel que soit ce qui se passe, il y a une documentation, il y a une procédure, il y a une phase, on sait comment ça fonctionne. Donc une des dernières choses, c'est lors de la DrupalCon en mai 2024, le créateur de Drupal a lancé une nouvelle initiative en disant que en fait, Drupal n'est pas concurrentiel par rapport aux nouveaux CMS qui sortent aujourd'hui, notamment en termes de fonctionnalités disponibles directement et en termes d'expérience utilisateur. Et donc on va lancer un nouveau produit qui est Drupal CMS, qui justement va répondre à ces besoins-là, c'est-à-dire avoir une meilleure ergonomie et plus de fonctionnalités au lancement du produit. Lui, c'est tout ce qu'il a dit. Il a dit voilà, j'aimerais qu'on lance ce nouveau produit. Et depuis, la communauté ne travaille quasiment qu'à ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens s'auto-organisent en fonction de vos préférences. Vous aimez la gestion des médias, vous allez travailler sur la gestion des médias dans cet outil. Vous vous intéressez au référencement, il y a des personnes qui cherchent des gens pour travailler sur les référencements de ce nouvel outil. Et donc, il y a tout un tas de petites initiatives qui s'auto-organisent un peu partout pour que toute la communauté en fait lance un nouveau produit Drupal CMS. Donc c'est vraiment à vivre de l'intérieur, c'est extrêmement stimulant parce qu'on voit des initiatives qui naissent de partout, une auto-organisation un peu magique et ça fonctionne. Alors ça fonctionne plus ou moins, la sortie est prévue en janvier 2025, je l'ai testé récemment, c'est encore un gros chantier, mais ça avance petit à petit, il y a des réunions hebdomadaires, il y a des gens qui publient des comptes rendus, on voit des trucs avancer, ça a l'air un peu magique. Bon. Bien sûr une petite chanson pour la sortie de Drupal 10. À chaque fois, pardon, je me trompe, mais j'ai les slides aussi. On est plus sur moins de production que tout à l'heure, mais voilà. Donc ça continue les petites chansons, c'est vraiment un truc que la communauté aime beaucoup. Alors, globalement, ce que je trouve la communauté fait vraiment très bien, c'est la transparence des discussions et décisions. Quel que soit ce qui se passe, vous pouvez trouver à un moment une discussion qu'il y a eu, vous pouvez vous-même donner votre avis, donner des vétos, ça se passe vraiment bien et ça se passe en grosse bienveillance, c'est-à-dire que vous soyez une personne très connue dans la communauté ou pas du tout connue, vous pouvez arriver, donner votre avis, vous serez écouté, il y a quelqu'un qui vous répondra et éventuellement qui essaiera de vous convaincre de pourquoi c'est pas forcément bien ce que vous proposez ou pourquoi la communauté se décide pour une autre solution. On a une assez grosse expérience d'organisation d'événements, même si je trouve que dans les derniers événements internationaux, le choix des conférences était de plus en plus orienté pour les sponsors ou pour le marketing et un peu moins sur le côté technique. Mais par contre, faire des conférences avec 2000 personnes, c'est des trucs qu'on fait 2 fois par an. La communauté sait faire tout ça, sait faire des budgets, des plannings, c'est ultra rodé. Et en France, on a des spécialistes de ça. C'est la même personne qui organise ça depuis la DrupalCon 2009. Vous lui donnez une date, une salle, et en 2 jours, vous avez un planning, un budget, un traiteur. Enfin voilà, c'est vraiment un truc qu'on sait faire.
La gestion du projet au sens chef de projet, il y a vraiment le créateur de Drupal qui lance des idées et sa vision vers là où il veut aller, beaucoup de gens qui créent des initiatives et qui pilotent l'initiative, des développeurs qui viennent assurer derrière le code du logiciel. Il y a vraiment tellement de profils dans la communauté Drupal qu'on trouve des gens pour tout faire, y compris des slogans, y compris des maquettes, y compris... si vous avez des idées en fait et que la communauté trouve que votre idée est bonne, il y a plein de gens qui vont vous rejoindre. Il y a vraiment un gros effort pour essayer de mettre toutes les contributions en avant, que ce soit du dev ou pas du dev, y compris en impliquant le monde professionnel, même si je trouve que de plus en plus il y a pour mettre en avant les entreprises par exemple, il y a des attentes de la communauté de vraiment du gros sponsoring ou de payer beaucoup d'argent, ce qui par exemple pour des petites sociétés comme la mienne est un peu plus problématique. Mais peut-être que ça veut dire que la communauté est en train de se restructurer autour des grosses sociétés et que le modèle va encore se modifier. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais voilà, on est une grosse communauté du coup qui évolue toujours et il faut des fois un peu s'adapter à ce qui se fait. Mais en tout cas, globalement, c'est assez bien mis en avant la façon de faire des contributions au sein de la communauté. Alors bien sûr, ce que la communauté fait bien, ça s'est pas fait tout seul, c'est le résultat d'une évolution, et il se trouve qu'il existe un modèle de maturité de communauté qui présente un peu comment les communautés se structurent petit à petit. Alors moi j'estime que la communauté Drupal, on est entre le 3 et le 4, c'est-à-dire que selon les différents éléments, on sera dans la colonne 4 ou dans la colonne 3, mais si je me réfère à comment ça s'est passé avant au sein de Drupal, on voit un peu... on a commencé par une simple hiérarchie où c'était justement le dictateur bienveillant pour la vie qui prenait toutes les décisions, puis petit à petit ça s'est structuré en des groupes de travail et typiquement aujourd'hui le leadership, donc le créateur de Drupal, il est vraiment en mode j'essaie d'inspirer les gens en donnant des idées, mais il n'a plus aucune relation hiérarchique sur les gens, il n'a aucun pouvoir là-dessus, il ne commit plus de code, il essaie vraiment de dire voilà, c'est là où je veux que Drupal aille. Et notamment dans ces fameuses conférences internationales qui ont lieu une fois par an aux États-Unis, une fois par an en Europe, il est toujours là, il fait toujours une des premières présentations où il dit voilà l'état de Drupal aujourd'hui, voilà l'état où j'aimerais que Drupal soit dans 6 mois, dans un an. Et c'est la conférence la plus suivie, elles sont souvent rediffusées en direct. Et même quand je ne vais pas à ces conférences internationales, c'est la seule conférence que je suis parce que ça me donne une vision de là où sera le logiciel dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. C'est hyper intéressant à suivre justement parce que vous avez juste une vision. C'est aussi des conférences de qualité extrêmement professionnelle, elles sont très travaillées. Lui, une partie de son travail, il passe des mois à préparer ce genre de conférence parce que ça a une influence sur une communauté de millions de personnes. On ne se rend pas trop compte, mais en termes de... je ne sais pas combien de personnes à l'échelle de la planète influencent autant de développeurs de cette façon-là. Mais donc lui, il passe des mois à s'assurer qu'il n'y ait pas de langage qui vont vexer des gens, qu'il a bien pris en compte les aspirations de toute la communauté, etc. Et il donne vraiment des évolutions sur ce qu'il aimerait que Drupal soit. Et jusqu'à maintenant, ça fait 25 ans et Drupal a survécu, alors qu'il y a des nouveaux produits qui arrivent, des choses comme ça. Donc on verra si ce fameux Drupal CMS, ça permettra de faire survivre Drupal, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on essaie de faire évoluer la communauté maintenant. Je ne dirais pas que tout est parfait dans la communauté Drupal. Par exemple, un des gros problèmes qu'on a, c'est qu'on n'a pas de jeunes. Quand je vais à ces conférences internationales, c'est toujours les mêmes têtes que je vois. Un peu comme au Capitole du Libre, on va pas se mentir, hein, je reconnais les mêmes libristes depuis 15 ans, même s'il y a un peu de renouvellement. Et typiquement, dans Drupal, c'est un des gros problèmes qu'on a, c'est-à-dire que le PHP, ça fait pas beaucoup rêver les jeunes, et on a un peu de mal à les intéresser à Drupal. Une des pistes, c'est de viser les personnes qui sont en reconversion, parce qu'en fait, beaucoup de personnes en reconversion, elles veulent juste travailler, elles n'ont pas le réflexe de se dire ok, PHP c'est sexy, JavaScript c'est sexy, alors que les gens qui sortent d'école d'informatique, eux, ils sont plutôt en mode JavaScript c'est sexy, PHP c'est pas sexy. Donc voilà, c'est peut-être une piste pour avoir des nouvelles têtes dans la communauté. Et voilà, un des problèmes, moi je trouve, c'est des mises en avant d'entreprises contre des grosses contreparties financières. Ça cadre pas trop avec ce que la communauté proposait jusqu'à maintenant, donc je trouve que c'est pas forcément parfait. Mais bon, il y a quand même, je trouve toujours que c'est une communauté qui marche plutôt très bien parce que même s'il y a des choses contre lesquelles on n'est pas d'accord, justement, on peut l'énoncer, on peut en discuter, et c'est globalement assez entendu. Je ne vais pas dire qu'on suit toujours mon avis, loin de là, parce que je ne suis pas du tout une personne qui compte dans la communauté, mais au moins on peut en discuter, essayer de comprendre pourquoi c'est fait, avoir les raisons, les gens sont plutôt assez accessibles. D'ailleurs, le créateur de Drupal qui fait ses grandes présentations, quand il se promène dans les conférences Drupal, n'importe qui peut aller lui poser des questions, il répond toujours à tout le monde et il est vraiment très accessible, c'est assez impressionnant.
Donc moi, pourquoi je continue dans la communauté? Parce que c'est quelque chose dont on parle pas toujours souvent, mais c'est assez gratifiant de contribuer à un commun mondial, de se dire qu'il y a du code à nous dans tous les sites Drupal du monde. Mais au-delà de ça, quand je fais mon métier tous les jours qui est de faire des sites Drupal, les clients me remercient rarement. Les clients ils me remercient en payant ma boîte et en disant bah voilà, t'as fait ton travail. Alors que quand on contribue à une communauté comme ça m'est arrivé de recevoir un mail d'Afrique du Sud, de quelqu'un qui était DSI d'un hôpital et qui me disait bah, merci, le module que tu maintiens m'a fait gagner plusieurs jours et c'est vraiment super. C'est pas forcément un truc auquel je m'attendais, mais c'est extrêmement gratifiant. Et un autre exemple un peu plus significatif, mais un de mes collègues a fait un patch pour accélérer des migrations. Il a publié son patch, il en avait besoin pour un client. Et deux autres personnes dans le ticket dans lequel il avait contribué le patch sont venues dire ah bah merci, c'est vraiment ça qui nous empêchait de migrer jusqu'à maintenant, on en a besoin. C'est super, les deux personnes en question c'était le DSI de l'UNESCO et le DSI de l'ONU. Donc voilà, mon collègue qui n'est pas forcément un gros contributeur s'est dit ah j'ai quand même contribué à l'UNESCO et à l'ONU en tant que développeur de nulle part, c'est assez sympa. Et il se trouve que récemment, au moment où son patch a été commité, il y a une troisième personne qui est intervenue en disant ah ben on en a besoin pour la migration de Drupal 7 à Drupal 10 de Drupal.org, donc en plus il a contribué à Drupal de cette façon-là. Donc pour le coup il est vraiment ravi, il est aux anges et il trouve que la communauté c'est génial, mais c'est un peu un hasard, il faut être honnête. Drupal 7 à Drupal 10 ? Ouais. Ah ouais, il a fait des techniques. Bah en fait... Cordonnier, chaussée. Non, en fait on se rend pas compte, mais quand je parlais tout à l'heure du fait que Drupal 8 avait mis du temps à accoucher, Drupal 7 était une version extrêmement populaire. Il y avait beaucoup de sites, typiquement la communauté européenne est passée à Drupal 7 à l'époque, et la communauté européenne quand ils passent à Drupal 7 c'est 4000 sites à Drupal 7. Et donc en fait ils enclenchent pas des migrations à Drupal 8 tous les 2 ans ou des trucs comme ça, parce que juste à cause du coût. Et donc tant que Drupal 7 était maintenu, ils ont dit ok, on a le temps de voir venir, on prépare autre chose quoi. Et là la maintenance de Drupal 7 va s'arrêter, il y a beaucoup de gens qui se disent ok, il est temps de migrer, c'est parti. Et donc ils migrent directement à Drupal 10 qui était la version actuelle à ce moment-là. Mais oui, normalement, alors c'est aussi le fait que comme Drupal 8 était une grosse réécriture, migrer de Drupal 7 à Drupal 8 c'était compliqué. Aujourd'hui, migrer de Drupal 8 à Drupal 9 ou Drupal 9 à Drupal 10, c'est la même base de code et finalement pas grand chose à changer, donc c'est très simple. Donc en fait, migrer de Drupal 7 à Drupal 10, c'est presque comme migrer de Drupal 7 à Drupal 8. C'est le saut technologique était à l'époque, pas vraiment dans les versions d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez entendre d'autres chansons? Ah non, il y a des questions. Ouais. Alors, si je comprends bien, ce qui a gêné un peu la communauté, c'est qu'il y avait trop d'approches avec les entreprises qui étaient un peu les sponsors, qui faisaient un peu la promotion de Drupal. Est-ce que ça les attendait, par exemple, de faire une séparation entre un Drupal Enterprise qui s'adressait plutôt aux entreprises et un Drupal Community pour les autres, finalement? Ou peut-être faire un Drupal sous forme de coopérative où ce serait financier, enfin, où il y aurait un profit, et de l'autre côté, il y aurait un Drupal Foundation, donc à but non lucratif. Alors déjà, je suis pas sûr que ça gêne toute la communauté, notamment parce qu'il y a une grosse partie de la communauté qui est américaine et pour qui le modèle de bosser avec des entreprises et tout, c'est complètement acquis. Voilà. Ça me gêne moi en tant que libriste et en tant qu'amoureux de ce logiciel. Il y a le fait aussi que, par exemple, une grosse différence dans l'écosystème WordPress et dans l'écosystème Drupal, c'est que dans l'écosystème Drupal, tous les modules Drupal communautaires sont gratuits. Alors que dans l'écosystème WordPress, il y a pas mal de plugins payants, pas forcément très chers, mais c'est complètement établi dans l'écosystème WordPress qu'on peut faire payer un plugin. Dans l'écosystème Drupal, tous ceux qui ont essayé de faire payer des modules, ça n'a jamais fonctionné, parce que c'est pas l'état d'esprit du logiciel. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça en tout cas. Et donc il y a cet état d'esprit dans le logiciel Drupal que tout doit être un peu gratuit. Donc moi ça me gêne un peu cette approche de vraiment mettre en avant les entreprises et des trucs comme ça, mais aux États-Unis il y a pas mal de sociétés qui font du Drupal, qui sont des sociétés qui ont fait des levées de fonds, derrière lesquelles il y a des actionnaires qui veulent des retours sur investissement, des choses comme ça. Après, avoir un produit, je crois qu'avoir un produit Drupal Enterprise et Drupal Community, je suis pas sûr que le sujet ait été abordé. Ça te parle, Vincent? Non. Je parle à Vincent parce qu'il est là depuis longtemps et qu'il travaille pour des gros méchants dans la communauté Drupal, des sociétés qui font beaucoup d'argent. Mais donc voilà, c'est pas forcément quelque chose qui a été abordé parce que c'est pas la vision du créateur. C'est vrai que j'ai pas parlé des valeurs de Drupal, mais le créateur de Drupal, lui, son vœu,
à chaque fois qu'il parle de Drupal, il dit moi je veux contribuer au bien du monde. Je veux créer un bien commun qui aide le monde à faire des beaux sites web, des sites web ouverts, des sites web accessibles, etc. Et que le plus de monde possible puisse s'en servir. Donc lui, il n'est pas trop dans une approche enterprise ou dans ce genre de choses, je pense. Donc c'est peut-être ça qui fait qu'on n'a jamais eu cette discussion dans la communauté Drupal. Après, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais voilà. Oui, alors il y a le Don't Be Evil qui s'est transformé à finalement on s'en fiche. Et, on peut, non mais pour le moment en tout cas, ça va. Je sais pas, enfin voilà. Ouais. Du coup, ça pose la question de la gouvernance. Qui gouverne alors, pas le code, pas forcément les codes contributeurs, parce que forcément, ceux qui vont devenir core contributeurs, c'est des gens qui contribuent énormément, mais en termes de communauté, il y a la Drupal Association, c'est ça, en termes de mondial. Qui peut être membre du board, tout ça? La Drupal Association, les élections c'est tous les ans ou tous les 2 ans, je ne sais plus exactement. N'importe qui peut soumettre sa candidature et le vote est par tous les adhérents de l'association Drupal Monde, ce qui fait énormément d'adhérents. Moi je suis adhérent à titre privé, mais donc n'importe qui peut voter pour n'importe qui a présenté. Et n'importe qui, je crois, peut soumettre des candidatures d'autres, mais en tout cas n'importe qui peut voter globalement pour le board. Ça demande d'être motivé, d'avoir du temps à y consacrer, c'est pour ça que j'ai jamais candidaté par exemple, mais a priori n'importe qui, ouais. Personne physique, uniquement. Oui. Ouais. Il y a une question, enfin il y a quelque chose que j'ai pas très bien compris. Dries, le fondateur, lui, il a sa propre société, c'est ça? Donc lui, sa position dans le projet, c'est à la fois que sa société elle fait du service et à la fois il est le leader du projet, c'est ça. Ok. Alors, sa société fait du service, mais par exemple, sa société fait plutôt du consulting et fait pas de site web. Quand on vient leur demander des sites web, ils ont tendance à sous-traiter à d'autres boîtes, mais ils font de l'hébergement par exemple. C'est surtout un gros acteur de consulting. Après, je pense que sur plein de décisions, par exemple, la vision de Dries qu'il a en tant que chef du projet est pas la même que celle qu'aimerait sa société. Je trouve, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, je trouve qu'il fait assez bien la distinction entre les deux. Et régulièrement, il y a des projets qui sont portés par sa société qui vont à l'encontre de ce que fait la communauté à côté, quoi. Un peu comme s'il y avait, voilà, la main gauche, sait pas trop ce que fait la main droite. C'est déjà arrivé, c'est déjà des questions qu'on leur a posées en mode, mais par rapport à tel projet de la communauté, vous trouvez ça logique, etc. Lui, il dit, moi, je suis pour le projet de la communauté et il fait ça. Et parfois, sa boîte fait autre chose. Mais sa boîte, c'est une grosse boîte américaine. Combien vous êtes? Ça a pas mal dégraissé récemment, mais ouais. Nil ou quelque chose comme ça, peut-être un peu plus avec les dernières acquisitions. Ok. Et oui, pour te rejoindre, il y a 5 ans, ils ont acheté un produit qui permet de faire des pages enrichies et ce genre de choses. Et à la dernière, il y a 6 mois, ils ont présenté dans Starshots justement la layout expérience. C'est ça, un produit qui fait la même chose que ce que fait la boîte. La même chose dans le corps, et donc il y a des gens de la compagnie alloués à développer ça qui finalement vont à l'encontre du produit que la société finance. Donc, comme tu dis, des fois il est un peu schizophrène, mais ouais, il essaye toujours d'avoir une vision plutôt, en tout cas la vision qu'il présente à tout le monde, c'est plutôt la vision pour la communauté plutôt que la vision pour son entreprise. C'est quoi son poste officiel aujourd'hui chez Acquia? Voilà. En fait, il y a un moment où il a lâché le poste de CEO d'Acquia. Il a dit je m'occupe pas de ça. Je crois qu'il est CTO quand même. Mais en gros, il veut pas avoir d'implication dans les décisions financières de rachat de boîte, de choses comme ça, de ce que fait sa boîte. Et lui, il s'occupe du produit Drupal. Donc c'est assez bizarre. Mais le fait est que s'il essayait de prendre plus, d'essayer de vraiment leader ses besoins, les besoins de Drupal par rapport aux besoins de sa société, je pense qu'il y a suffisamment de boîtes dans la communauté Drupal qui ont une taille importante et des contributeurs importants qui diraient mais nous on veut pas ça en fait, et il y aurait des grosses décisions de gouvernance à avoir. Mais pour le coup, le truc est assez tranché puisque c'est la Drupal Association qui gère ce genre de choses quand il y a des conflits entre personnes de la communauté. Enfin, il a de moins en moins de droits. Par exemple, par rapport à, je parlais tout à l'heure de ce qui s'est passé sur WordPress.org, Dries n'a pas le droit d'exclure des gens du site Drupal.org. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles il s'est lui-même enlevé les droits en disant je veux pas avoir à gérer ce truc-là, je veux me concentrer sur le produit et tout. Donc, je pense qu'on a une gouvernance assez saine. Ça a jamais été vraiment testé. Voilà, je peux juste te dire qu'on est a priori mieux que ce qu'ils ont sur WordPress aujourd'hui, mais je sais pas jusqu'à quel point. J'espère que, une des réflexions qu'on a eues à ce moment-là dans la communauté Drupal, c'était de se dire ok, mais nous on est protégé contre ce genre de truc ou pas, est-ce ça peut se passer la même chose? Beaucoup de gens m'ont dit oui, ça c'est mieux, ça c'est mieux, ça c'est mieux, ça c'est géré.
Voilà, tant qu'on n'a pas plus grave qui se passe, on peut juste se dire ok, pour le moment, jusqu'ici tout va bien. L'important c'est pas la chute. Voilà. Merci.